Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Hélène Wonderbooks. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à un tag que j'ai créé pour le mois d'octobre spécifiquement et pour célébrer la venue, incessamment sous peu, d'Halloween et qui s'appelle Même pas peur. Alors pour faire ce tag, je me suis basée bien entendu sur mon amour de la littérature d'épouvante, même si, attention, les livres ou ceux dont vous voulez parler dans les points que je vais citer peut concerner n'importe quel bouquin. Et puis en fait, il peut même être adapté à tout ce qui est film, vidéo, enfin tout ce que vous voulez, en fait, on s'en fiche un petit peu. Et j'ai décidé en fait de créer des catégories à partir de mots-clés. Il y a 13 mots-clés plus un mot-clé bonus qui est dans une catégorie poule mouillée, on va dire. Alors j'espère qu'il vous plaira. Pour ceux qui veulent le réutiliser, vous n'avez pas forcément besoin de reprendre les 13 points plus bonus. Vous pouvez très bien faire votre propre set avec 5 voire 10 points, uniquement ceux avec lesquels vous êtes inspiré. Et puis à partir de là, quand même réutiliser le nom. Libre à vous, comme d'habitude avec les livres, c'est fait pour s'amuser. Alors même si c'est mon propre tag, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai gardé la liste à côté de moi et je vais devoir m'y référer régulièrement. Donc si de temps en temps vous me voyez en train de consulter avidement, c'est normal. Premier mot-clé de la liste, il s'agit du mot fantôme. Alors il s'agit de trouver un livre qui a hanté vos nuits ou qui les hante encore. Alors c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a certains livres qui m'ont marqué et auxquels je pense encore, mais pour ceux qui reviennent occasionnellement, je dirais Ravage de Barjavel. Alors pourquoi Ravage? Ça fait très longtemps que j'ai lu. Ravage est un livre de science-fiction post-apocalyptique puisque en fait l'histoire commence dans un futur, alors je sais plus si c'est éloigné ou proche, ça fait très longtemps que j'ai lu, et qui dépend énormément de l'électricité, donc que ce soit les vêtements, la nourriture, absolument tout, puisque je crois que les vêtements sont des sortes de combinaisons, enfin... et puis du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité, c'est la panique, les gens ne savent plus se débrouiller, ils ne savent plus se nourrir, ils ne savent plus trouver d'eau, ils ne savent plus bien entendu, donc les gens commencent à se battre entre eux, et le problème c'est les grandes villes où, qui en fait nous handicapent d'un certain côté, et c'est l'histoire de cette grande fuite en fait à l'extérieur des villes pour essayer de survivre et bien entendu de faire face à malheureusement aux plus bas instincts des êtres humains. Alors pourquoi est-ce qu'il continue de me hanter? Parce que je crois bien que c'est le premier du genre que j'ai lu. Je n'avais jamais lu de post-apocalyptique avant. Et c'est vrai que depuis, parce que je l'ai lu il y a peut-être il y a une bonne vingtaine d'années, on se réalise quand même qu'on est très très dépendant, y compris aujourd'hui, de l'électricité, que il y a déjà eu des coupures de grande envergure dans l'histoire depuis qu'on a l'électricité, et que ça n'est plus arrivé depuis un moment. Et que si ça devait arriver de nos jours et que ça se prolongeait, par exemple avec les tempêtes solaires ou ce type de choses, ça serait quelque chose... on en est trop tributaire en fait, et je pense qu'effectivement ça serait la porte ouverte à beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que quelquefois quand je lis des informations, quand je vois certains reportages sur notre futur et le jour où on n'aura plus d'énergie, alors soit parce qu'on n'a plus les ressources, soit effectivement comme j'ai dit les tempêtes solaires, ce type de choses, il y a beaucoup de choses qui me rappellent ce livre. Et puis comme j'aime justement la science-fiction et post-apocalyptique, tout ce que je lis en fait me rappelle toujours un tant soit peu ce premier livre. Donc je pense qu'il correspond à cette définition pour ça. Et puis en même temps, comme beaucoup de livres de science-fiction, il y a quelques années c'était de la science-fiction, et ça commence à être de plus en plus de la fiction, mais pas vraiment de la science-fiction. C'est de moins en moins futuriste en fait, si on peut dire. Deuxième mot-clé, par contre, il y a peut-être certains mots-clés qui vont se ressembler un peu, mais pas dans la définition. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce mot-clé, il s'agit de mort-vivant. Alors, mort-vivant, c'est-à-dire qu'on est mort alors qu'on est vivant. C'est là-dessus que je me suis basée. Et donc, pour celui-ci, il faut trouver un livre tellement nul ou qu'on a tellement galéré à lire qu'on a l'impression que notre cerveau s'est vidé. Alors, pour moi, j'ai pas eu à réfléchir beaucoup et malheureusement ça tombe sur un classique qui en plus je pense est assez apprécié de pas mal de personnes, c'est Madame Bovary de Flaubert. Comme j'ai dit, les définitions en elles-mêmes sont en rapport à l'épouvante, etc. Mais par contre pas le contenu, hein. On peut choisir n'importe quel type de livre. Et Madame Bovary n'est clairement pas de l'horreur.
Encore que. Mais c'est un livre que j'avais dû lire dans le cadre des lectures imposées au collège ou au lycée? Au lycée, je crois. Et ouf, mon Dieu, jusqu'à maintenant, j'en garde une aversion pour Flaubert, je ne peux plus le lire. Je pense aussi qu'il y a des âges auxquels on est sensible à certaines choses et d'autres pas. Et qu'il y a souvent, en fait, la lecture, c'est aussi une histoire de rencontre, c'est-à-dire que parfois, il y a une lecture qu'on va lire au bon moment et qui va nous marquer très positivement, et il y a d'autres moments, c'était juste pas à ce moment-là qu'il fallait lire le livre. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu et qui l'ont ensuite relu et qui l'ont beaucoup apprécié, mais alors moi, par contre, je sais même pas bien comment exprimer Madame Bovary. J'ai même pas envie de revenir trop sur l'histoire et je me rappelle même pas des masses. Mais je m'y intéresse pas suffisamment pour aller vous chercher le résumé. Je suis désolée. Madame Bovary, c'est l'histoire d'une femme qui se fait chier toute sa vie, plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle a rien à faire, elle s'ennuie, elle sait pas quoi faire, elle est toujours en train de geindre, elle est bon, après bien entendu par rapport à l'époque, elle se retrouve dans un mariage qui ne lui convient pas. Mais tout ce que je me rappelle, après, faut avouer que c'est super bien écrit parce que j'ai partagé ses sensations. Euh, je me suis emmerdée avec elle, mais alors à un point, mais j'en pouvais plus. Et est-ce que je sors le spoil ou pas? Attention, spoil pour ceux qui n'ont pas lu Madame Bovary et qui veulent le lire. Coupez pendant quelques secondes. Quand elle se tue à la fin, mais c'est le meilleur moment du roman. Le soulagement. Je me suis dit, enfin, enfin. Je voyais le moment où j'en étais débarrassée. Après, manque de peau, ce truc m'a tellement marqué d'un mauvais côté. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression que mes neurones, ils étaient tous partis. Quand je lisais le bouquin, je devais avoir une tronche, mais comme ça. Mais vraiment, parce que ça devait être une catastrophe. Manque de peau, l'année suivante pour le... Ah, c'est ça, j'étais en seconde. Parce que l'année suivante, pour le bac français, il a fallu qu'on lise L'éducation sentimentale de Flaubert, qui fait le double de Madame Bovary, par le même auteur, et qui est l'histoire d'un mec qui sait pas quoi faire de sa vie, et qui s'emmerde. Je le dis clairement, même si j'étais en littéraire, on avait une cinquantaine de trucs à lire. Celui-là, j'ai lu les résumés, je m'en rappelle même plus parce que j'ai essayé de lire les 100 premières pages, c'était encore pire que Madame Bovary. Donc après, j'ai lu vous savez, les résumés qu'on trouve pour l'école parfois. Et j'ai fait avec, bien entendu, sur quoi je tombais au bac. Sur l'éducation sentimentale. Bref, passons, Flaubert, terminé. Mot-clé numéro 3, il s'agit de zombies. Alors oui, comme je l'ai dit, il y en a certains qui se ressemblent un peu, mais en fait, pas forcément. Mort-vivant, zombie, bon, il y a plusieurs sortes de morts-vivants, le zombie c'est une catégorie. Alors, zombie dans le sens où qui s'est nourri de mon cerveau ou de mes neurones. Là, c'est pas le contraire, mais disons plutôt qu'il faut trouver un livre pour lequel il a fallu beaucoup utiliser ses neurones, beaucoup réfléchir. Alors là, je balance beaucoup entre deux bouquins que j'ai lus ces dernières années, qui les deux sont des gros coups de cœur, mais qui ont fait transpirer mes neurones pas mal. Et puis de toute façon, comme pour n'importe quel tag, on peut déformer les choses un peu comme on veut, et ben je vais vaguement vous parler des deux, voilà, sans non plus trop m'attarder. Alors le premier, il s'agit de Terminus, qui est un livre de science-fiction et de voyage dans le temps. Et en même temps un thriller et livre d'épouvante. Alors déjà pour les genres, vous prenez tout un tas de trucs que vous mettez ensemble. Ce que j'ai adoré par contre, c'est que tout fonctionne à merveille. Tout s'imbrique, que ce soit l'aspect voyage dans le temps, l'aspect crime, etc. En fait, il s'agit d'une histoire où une femme est envoyée en voyage dans le futur, parce qu'à cette époque-là, on a la capacité de voyager dans le futur, pour comprendre en fait ce qui va se passer, puisqu'apparemment il y a quelque chose qui fait que l'humanité va être détruite, et ils essaient de comprendre en fait pourquoi et comment pour pouvoir le prévenir en avance. Ça rappelle un petit peu l'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes, oui, c'est l'armée des 12 singes. Mais c'est vraiment que par cet aspect-là. Il a réussi à reprendre des idées, mais en les rendant complètement originales. Bref, et donc effectivement, en faisant un rapport quand ils reviennent, par contre, il peut se passer des choses dans ce futur dont on a les conséquences. Autre chose, c'est que le personnage principal est une femme, flic,
Elle est handicapée puisqu'il lui manque une jambe, ce qui déjà aussi est très original puisque ça n'est en fait, en règle générale, on a toujours des, comment dire, des personnages principaux, peut-être pas parfaits d'un point de vue mental, mais souvent les caractéristiques physiques c'est toujours un peu les mêmes, donc ça fait du bien que ça change un petit peu et ça a un rôle, c'est-à-dire que c'est très bien expliqué, mais enfin bon bref, c'est pas ça qui m'a fait réfléchir des masses, mais avec cette histoire de voyage dans le temps, du fait que l'humanité va se terminer, on essaie déjà de comprendre cet aspect-là. Ensuite, il y a aussi un meurtre qui se passe et qui apparemment est en rapport avec les voyages dans le futur. Et en même temps, à chaque fois que les gens voyagent dans le futur, bon c'est une équipe spécifique, hein, c'est pas tout le monde, et qu'ils reviennent avec le résultat pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, la date de la fin de l'humanité change. Mais sans forcément savoir qu'est-ce qui a été changé dans le procédé. Et je ne vais pas en expliquer plus parce que c'est ce bouquin, c'est de découverte en découverte. Chaque chapitre, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et comme je dis, entre le meurtre, le voyage dans le temps, etc. Et c'est pas brouillon. C'est super bien écrit, c'est pas brouillon. Par contre, c'est pas le genre de bouquin qu'il faut lire avant d'aller se coucher. Parce que sinon, le lendemain, vous êtes bon pour relire tout ce que vous avez essayé de lire la veille. Bref. À côté de ça, l'autre bouquin qui m'a fait un petit peu cet effet-là, même si l'histoire n'a rien à voir, c'est la trilogie du problème à trois corps. Le problème à trois corps de Liu Cixin. Va falloir que je vous mette les... J'ai même pas pensé à parler des auteurs. Excusez-moi, Terminus, c'était Tom Sweterlich. Voilà. Et le problème à trois corps, c'est Liu Cixin. Donc c'est un chinois et c'est de la science-fiction, encore une fois. Celui-là, c'est un petit peu pareil. Voire même, il faudra encore que je vous en dise moins parce que autant ces bouquins sont passionnants, bon, ça fait chauffer les neurones, hein, c'est ce que je dis, donc il faut quand même être bien réveillé, mais une fois qu'on est dedans, c'est un régal. Par contre, du coup, j'ai zappé ce que je voulais dire. Quand je dis que j'ai une mémoire de poisson rouge. Bref, oui, par contre, je veux vraiment pas en dire beaucoup parce que tout le plaisir aussi de ces bouquins, c'est d'être intrigué et en permanence d'essayer de comprendre ce qui se passe. Le problème à trois corps, pour en parler vite fait sans trop raconter l'histoire, donc ça se passe en Chine, ça commence avec la révolution chinoise et les découvertes de certains... la révolution chinoise, la révolution culturelle en Chine et les découvertes et les travaux de certains scientifiques, puisqu'avec la révolution culturelle, en fait, les scientifiques, les intellectuels étaient arrêtés pour aller faire des travaux dans les champs, des choses comme ça. Mais ça, c'est aussi expliqué un minimum. Et ensuite, de nos jours, où les découvertes de cette époque vont avoir des conséquences sans vraiment qu'on comprenne pourquoi non plus. Alors là, c'est pareil. Il n'y a pas de voyage dans le temps. Par contre, c'est vrai qu'il y a des allers-retours entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui, puisque ils sont liés, il va y avoir des conséquences. Et ouais, il faut vraiment que j'essaie d'éviter de trop en parler. C'est assez scientifique par contre. Donc il y a certaines pages qui développent, mais ça aussi c'est bien, c'est-à-dire qui développent un minimum les idées. Ça parle beaucoup d'astrophysique, ça par contre c'est plutôt bien je trouve, parce que ça fait partie des choses en tout cas les plus intéressantes à comprendre. Par contre il y avait 2-3 pages qui étaient que des maths, alors là j'étais larguée. Mais sinon, pour le reste, franchement, des nouvelles idées, des nouvelles théories par rapport à ces idées. Je ne sais pas si elles sont purement de l'auteur ou parce que je les avais jamais entendues avant. En tout cas, de la nouveauté en science-fiction. Encore une fois, une chose qui englobe l'ensemble de notre planète, de nos sociétés, de leur fonctionnement, de ce qui s'est passé avant, de ce qui peut se passer dans le futur. Ça, pareil, ça fait chauffer, mais moi, personnellement, autant il y a des fois, je veux me détendre, hein, faut pas déconner, mais quand je tombe sur ce genre de bouquins qui sont tellement intrigants qu'on veut pas lâcher le truc, le problème à trois corps, je suis encore en train de lire le 3e tome, mais je peux dire le premier, le 2e, un régal. Et d'ailleurs ils m'ont tellement bouffé les neurones que si je commence à trop en parler, je vais en parler pendant des heures, donc je vais arrêter là. Mot-clé numéro 4, il s'agit de loup-garou. Alors avec loup-garou, il faut trouver un livre avec une créature qui vous a fait peur. Étonnamment, avec tous les bouquins d'horreur que j'ai lus, j'ai jamais trouvé vraiment de créatures effrayantes. C'est vrai que je ne lis pas non plus trop de livres avec des monstres en tant que tels, ou enfin avec des créatures bizarres. Ouais, c'est plutôt des fantômes, des esprits, bon, et ça c'est pas, je sais pas si ça peut être considéré comme des créatures. Avec créatures, j'entends plutôt
animal ou monstre. Et en réfléchissant bien, en tout cas l'un des premiers qui m'a fait peur en lisant le bouquin, c'était dans Le Seigneur des Anneaux et c'était les Nazgûl. Les Nazgûl qui sont ces espèces d'entités maléfiques qui en fait à la base sont des êtres humains. Bon, je vais pas vous raconter Le Seigneur des Anneaux quand même parce que tout le monde connaît cette histoire-là, mais vous savez que Sauron effectivement avait l'anneau unique et qu'ensuite il en a distribué à plusieurs peuples, bien entendu. Les humains qui avaient l'anneau, puisque les humains sont très facilement corruptibles, se sont transformés en créatures du mal sous l'influence des anneaux et de Sauron. Et ce sont ces humains qui sont devenus les Nazgûl. Et la présentation des Nazgûl, je sais pas comment dire, il y avait, ce sont des créatures, mais en même temps il y a cet aspect... Là où ils arrivent, il y a tellement de noirceur qui suit, il y a tellement de... Je sais pas, ça m'avait vachement angoissée. Voilà, quand j'ai lu le bouquin, pareil, il y a très longtemps, c'est l'une des créatures qui m'a vraiment marquée. Et puis après, dans les films, puisqu'en plus ça, je les ai encore revus, je les regarde minimum une fois par an, hein, la totalité, version longue. Et dans les films aussi, bizarrement, je les ai trouvés assez effrayants. Alors pourtant, j'ai vu des trucs qui font beaucoup plus peur que ça dans d'autres films, mais je sais pas. Les Nazgûl ont un truc peut-être aussi monstrueux qu'humain, je sais pas, il y a un truc. En tout cas, moi, c'est la créature qui m'a fait peur, qui m'a le plus fait peur dans mes débuts de lectrice. Mot-clé numéro 5, il s'agit de sorcière avec une couverture qui vous a envoûté. Alors, je ne comptais pas parler 2 fois des mêmes auteurs, je voulais essayer de faire des choses assez différentes, mais bon, bah, finalement, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Et puis en plus, j'en avais un minimum parlé dans ma vidéo précédente. Pourtant, j'ai vu des très belles couvertures dans ma vie, mais celle-là, je sais pas. Elle m'a tapé dans l'œil à un point. Je trouve les couleurs absolument sublimes. L'image, je sais pas, il y a un truc. Et encore une fois, je vous dis même pas qui est l'auteur, le bouquin, on s'en fout. Bon, bref, passons sur le tubeuse en carton, hein, on fera avec. Et alors, il s'agit de The Wandering Earth. Le problème, c'est que ça n'a pas été traduit en français. Et c'est de Liu Cixin, encore une fois. Oui, je viens d'en parler de lui en plus, oui, effectivement. Donc, il s'agit d'un recueil de nouvelles de science-fiction. Et j'avais vu cette couverture-là déjà sur Internet. Je me dis, ouh là là, il est joli, machin. Et quand je suis allée en Thaïlande, bah oui, quand je voyage aussi, s'il y a des librairies, bah je vais dans la librairie. Même si des fois je comprends rien. C'est pas, je sais pas. J'aime bien juste marcher dans les rayons, regarder les bouquins, qu'est-ce que les gens lisent dans ce pays. Même si, comme je dis, je comprends rien aux couvertures ou je sais pas. Ça m'occupe. Je fais beaucoup d'autres choses, hein, faut pas déconner. Mais c'est vrai que de la même façon qu'il y a des gens qui vont aller visiter un truc en particulier dans chaque pays, mais moi je vais toujours jeter un œil dans une librairie. Même si je sais qu'il n'y a rien pour moi. Et j'avais vu cette couverture. Je pense que ça devait pas faire longtemps qu'il était sorti. Et effectivement, je l'ai trouvé magnifique. Et la première chose que je me suis dit, c'est bah, je le veux, je l'achète. Manque de peau, bon, il est pas énorme et puis il est pas super lourd, mais c'est vrai que je me suis dit, putain, je peux le trouver ailleurs, c'est bon. Je vais pas commencer à m'acheter des bouquins pour les mettre dans ma valise, rentrer à la maison alors que je suis déjà chargée, c'est pas la peine. Et donc, je l'ai pas acheté. Et donc, tout le temps que j'ai passé à Bangkok, tous les jours, je suis passée devant la librairie et je suis allée jeter un coup d'œil à ce bouquin. Et des fois, ça arrive, on a envie d'acheter un truc, puis après, quand on le voit plus, on oublie. Mais là, je suis rentrée chez moi et j'ai continué d'y penser et j'ai fini par aller sur Internet et j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais l'acheter. Ça fait partie des rarissimes bouquins pour lesquels j'ai craqué depuis que je suis ici, mais je l'ai à côté de ma télévision juste pour pouvoir mater la couverture. Voilà. Alors, est-ce que c'est justifié? Mais je sais pas, c'est ça le truc, c'est que j'ai beau la regarder, moi je la trouve magnifique, et par moments je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus merveilleux que d'autres couvertures qui sont très jolies? J'en sais rien. Par contre, je crois que je vous ai dit une connerie, j'ai dit qu'il n'était pas traduit en français, et il n'est pas traduit en français, mais la nouvelle, je crois, qui donne le titre au bouquin, a été traduite, mais c'est dans quelles éditions? Si j'y trouve, je vous mettrai ça, mais je crois que c'est la seule en fait, parce que de ce recueil, il n'y a rien d'autre qui a été traduit, je sais pas pourquoi. En Chine, il y a un film qui a été fait à partir de cette nouvelle-là aussi, que j'ai entendu qui était très bien, mais je veux lire la nouvelle d'abord et voir le film ensuite. Parce que bah oui, bah je l'ai toujours pas lu, mais la couverture elle est jolie, donc je suis contente quand même.
Mot-clé numéro 6, il s'agit du Château des Carpates, c'est-à-dire un livre avec un lieu que vous avez trouvé, un lieu ou un cadre que vous avez trouvé effrayant. Alors pour moi, j'ai pas mal réfléchi parce que des lieux effrayants, quand on lit, en tout cas quand on lit de la littérature d'horreur, bizarrement les créatures, comme je vous ai dit, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais les lieux effrayants, il y en a beaucoup. Tout ce qui est hôpitaux désaffectés, enfin tous les trucs un petit peu chelous comme ça, c'est vrai que c'est des trucs un petit peu déjà... Mais si je dois en choisir un qui m'a effrayé plus que les autres, ça serait Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft. J'aime beaucoup Lovecraft, même si je l'ai lu sur le tard. Et alors les montagnes hallucinées, pourquoi? Alors que ce sont des montagnes, qu'en plus ça se passe dans la neige et le froid, que j'adore, et que j'adore les montagnes, parce qu'en fait il s'agit d'une expédition au pôle sud, je crois. Je sens que j'ai encore dire une connerie, mais c'est pas grave, on va dire le pôle sud. Si, c'est le pôle sud. Puisque le pôle nord, il n'y a pas de... Le pôle nord, il n'y a que de la glace. Donc quand ça fond, il n'y a pas de terre. Donc vu qu'il y a des montagnes, c'est le pôle sud. Et en fait, effectivement, à l'époque où ça a été écrit, on n'avait pas encore exploré toute cette partie-là. Donc, il s'avère que donc il a imaginé tout un tas de montagnes, des chaînes de montagnes qui ont été cartographiées. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu Lovecraft, Lovecraft a créé toute une mythologie autour des grands anciens, des dieux, qui seraient de toute façon trop compliqué à expliquer ici et qui prendrait trop de temps, ça n'est pas le but. Mais où effectivement il y a des secrets cachés un petit peu partout sur Terre, d'autant plus que ces créatures qui sont un petit peu les monstres de Lovecraft étaient sur Terre bien avant les humains, puisqu'ils ne sont pas terriens de toute façon à la base, donc ils sont venus ici, on n'était pas encore là. Et avec les montagnes hallucinées, donc c'est une expédition polaire qui part avec des scientifiques, des cartographes, toutes sortes de personnes pour étudier les lieux et qui vont se retrouver dans ces montagnes. En quoi je les ai trouvées effrayantes et pourtant, comme je dis, j'adore la neige, j'adore la montagne et d'ailleurs j'adore me balader dans les montagnes enneigées quand il n'y a personne. Mais là, c'était très très oppressant. Ce que j'aime beaucoup chez Lovecraft, c'est plus que ces histoires elles-mêmes, c'est l'atmosphère. L'atmosphère qui se dégage, c'est... D'ailleurs, j'aurais peut-être même pu le mettre dans les livres qui me hantent encore parce que il y a des atmosphères, des moments. Il y a des moments où juste je marche dans la rue, tout d'un coup j'ai des scènes de Lovecraft qui me reviennent parce qu'il y a toujours ce côté oppressant, ce côté, même dans la campagne, même dans les montagnes, il arrive à foutre une ambiance quand même assez particulière. Alors que ces monstres, par exemple, même s'ils vont bien avec les histoires et m'intéressent, ne vont pas me faire peur. C'est vraiment l'atmosphère générale. Et les montagnes hallucinées, avec ce côté, bien entendu, inhabité, désertique, on ne sait pas trop ce qu'il y a, entre les montagnes enneigées, où ils doivent aller très très haut, effectivement, pour découvrir ce qu'il se passe, et ensuite devoir entrer dans certaines grottes, dans certains... Il y a un côté, entre l'immensité vide et morte, parce qu'il n'y a pas un truc qui habite là-dedans, de toute façon, en tout cas pas un animal, pas un truc normal, quoi. Et le côté un minimum claustrophobique qui suit à l'intérieur des grottes. Enfin, on passe d'un endroit morbide, parce que c'est comme ça qu'on le ressent, ce n'est pas morbide en soi, c'est le ressenti, à un autre glauque, quoi. Voilà, donc et c'est vrai que c'est... Lovecraft n'a pas écrit beaucoup de romans, c'est beaucoup des nouvelles, mais celui-ci est un roman. Donc en plus, c'est sur une histoire qui se prolonge. Et alors peut-être aussi que ça m'a marqué un petit peu plus parce que quand j'ai lu ce bouquin, je l'ai lu dans un trajet en bus pendant des vacances d'été, il y a plusieurs années, alors que justement j'allais dans la montagne. Et il faisait pas beau, on était dans le brouillard, il y avait des pics, tout était gris, mais c'était que des pics comme ça vachement pointus, des pics, c'est normal, enfin bon bref, vous voyez l'idée quoi. Donc c'était le brouillard, les pics de montagne, il n'y avait pas un chat à l'extérieur, il faisait pourri, en plus je suis allée dans un coin qui était quand même assez isolé entre des falaises et tout, et forcément j'étais à fond dans mon truc. Et d'une certaine façon, je crois que je l'ai un petit peu vécu dans ma tête, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être le décor qui m'a le plus effrayé, juste pour le décor en tant que tel. Le mot-clé numéro 7, il s'agit de Nos Futurs. Alors ça, c'est pour un livre post-apocalyptique qui vous a angoissé. Alors, je pense que déjà, SF post-apocalyptique, ça peut facilement angoisser parce que c'est un petit peu le futur qu'on s'imagine, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, ça fait partie un petit peu de et si
on faisait ça et ça déconnait, et si se passait ça et que ça déconnait, et si, mais enfin c'est toujours si ça déconnait. Donc en général le post-apo c'est pas du tout un truc joyeux, c'est pas du tout un type de lecture joyeux. Je savais pas trop quoi mettre encore une fois parce que j'en ai lu pas mal qui étaient très intéressants, mais j'ai fini par me décider pour Dragonhead. Dragonhead n'est pas un roman, il s'agit d'un manga cette fois-ci, en 10 tomes, en plus il me semble qu'il est réédité en France en ce moment. Et alors les dessins, que je ne trouve pas beaux en soi, déjà les dessins je les trouvais assez angoissants, et encore une fois ça touche à des choses qui moi me stresse un petit peu. En fait, ça commence avec un voyage scolaire, donc avec plein d'ados dans un train qui partent je ne sais plus où, puisque de toute façon, c'est pas ça qui est intéressant. Et juste au moment où ils passent avec le train sous un tunnel, le mont Fuji entre en éruption. Donc le mont Fuji entre en éruption, donc déjà le début de l'histoire en fait on ne sait pas du tout vraiment ce qui se passe, mais bien entendu tout s'effondre au niveau du tunnel et ils vont rester coincés dans ce tunnel pendant un moment, bien entendu avec plein de personnes qui seront mortes à cause de l'accident, et encore une fois les êtres humains quand il s'agit de survie, bah, c'est pas jojo. Et donc il y a certaines personnes qui vont laisser ressortir leurs instincts, surtout des adolescents. Et d'ailleurs par certains aspects ça m'a beaucoup fait penser à Le Seigneur des Mouches. Sa Majesté des Mouches. J'avais encore Le Seigneur des Anneaux, La Majesté des Mouches, ça finit par Le Seigneur des Mouches. Ou Sa Majesté des Anneaux, bref. Bah merde, du coup j'ai encore oublié le titre du bouquin. Sa Majesté des Mouches, voilà. Où effectivement c'est une bande d'ados qui se retrouvent abandonnés sur une île et qui vont un petit peu faire leur loi. Ça m'a un petit peu fait penser à ça dans les débuts. Et au moment où certains d'entre eux arrivent à mettre le nez dehors, ils se rendent compte qu'avec l'éruption du mont Fuji, bien entendu, tout est parti en sucette. Bon. Parce que ça fait une sorte d'hiver nucléaire. Hein. Le mont Fuji, c'est pas un petit volcan. Et effectivement, donc avec comment on appelle ça, la fumée qui a recouvert le soleil, donc qui a caché le soleil, effectivement, et puis bon, bah, la lave qui est sortie un petit peu partout, enfin ça a été des destructions un petit peu partout, et encore une fois, c'est comment les êtres humains vont essayer de reconstruire leur société. Au final, c'est le sujet de n'importe quel truc post-apocalyptique, en fait. Que ce soit zombie, catastrophe, c'est toujours le même truc. Mais bon, comme je disais, c'est en même temps, c'est affreux parce qu'on se rend compte qu'on a tous dans l'idée que l'être humain, il n'est pas gentil, hein. C'est un petit peu compliqué de faire une société sympa avec quand il s'agit de survie. Et en même temps, c'est aussi une façon de mieux comprendre et de se demander qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces situations, comment est-ce qu'on pourrait rendre les choses meilleures, nous en tant que lecteurs, même si ça fait un petit peu peur. Donc, alors pourquoi est-ce que celui-là m'a angoissée ? Le sujet, le côté effectivement où ils sont coincés dans le tunnel au début, forcément le volcan qui machin, les êtres humains, mais encore une fois, en fait tous ces aspects-là ne sont pas forcément nouveaux au niveau post-apo, mais c'est le traitement qui en a été fait, la façon avec laquelle c'est amené, les dessins eux-mêmes, je trouve que c'est carrément les traits. J'ai jamais rien lu d'autre de cet auteur, je me rappelle plus qui c'est, pareil, je vous mettrai le nom. Mais le trait de dessin lui-même, je le trouve, je le trouve angoissant. Les personnages gentils ou méchants, les traits de leur visage me faisaient un minimum flipper. Donc, et c'est encore une fois un bouquin que, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien lire les livres d'horreur, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça m'a stressée. Et pourtant, qu'est-ce que je faisais ? Je pouvais pas lâcher le bouquin parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait après. Quelle que soit la thématique, quand l'auteur exprime suffisamment bien les choses et les écrit ou les dessine suffisamment bien, on a juste envie de connaître la suite de l'histoire. Même pour de l'horreur. Mot-clé numéro 8. Alors cette fois-ci, il s'agit de Freaks. Freaks, pourquoi ? Inspiré du film du même nom, avec des monstres de foire. Parce que, tout simplement, il y a certaines choses dont l'aspect ne nous plaît pas. Et cette fois-ci, il faut trouver un livre dont la couverture vous a fait flipper. La couverture elle-même. Alors pour celui-là, j'ai pas hésité longtemps parce que j'en ai un qui m'a beaucoup marqué et pourtant la couverture n'est pas du tout flippante. Mais le contenu l'était tellement, pour moi petit ado qui découvrait ce genre de bouquin, que la couverture elle est ancrée là et dès que je la vois ça m'hérisse le poil, voilà. Alors en fait il s'agit de Shining de Stephen King, c'était les vieilles éditions
J'ai lu, je crois. De toute façon, je vais vous mettre la couverture en question, hein. Je vais bien la retrouver très certainement sur internet, où on voit le gamin principal, Danny, avec... qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Je sais même plus. C'est pas une image qu'il y a dans le fond, bref. C'était l'époque où je lisais mes premiers Stephen King. Donc j'avais déjà lu Carrie, Christine. Et comme j'avais dit, j'étais malade à ce moment-là. Et par contre, quand je suis retournée à l'école, ben, j'avais Shining dans mon sac, hein. Ça y est, j'étais à fond dans ce genre de truc. Et alors Shining, encore une fois, c'est ce genre de bouquin ultra angoissant et que je ne pouvais pas poser. J'étais juste page après page après page après page. Pour ceux qui ne connaissent pas Shining, bah déjà vous devez vivre dans une cave, je sais pas, dans une cave, dans une grotte, j'en sais rien. Mais Shining, en fait, c'est l'histoire d'un couple et d'un gamin. Alors le couple, ça va pas forcément très très bien puisque le père est écrivain, comme souvent avec Stephen King, et il est alcoolique, comme souvent avec Stephen King, mais qui est en rémission, c'est-à-dire qu'apparemment il a arrêté de boire depuis un petit moment. Ils essayent un petit peu de recoller les morceaux dans leur vie de famille. Et les parents ont trouvé un job dans un hôtel très isolé, qui est isolé à cause de la neige 6 mois dans l'année. Donc il faut quand même qu'il soit autosuffisant, mais très bien payé. Et effectivement, ils se disent que c'est l'occasion ou jamais justement d'être tous les trois ensemble. Bien entendu, cet hôtel est hanté. Voilà. Si vous avez la chance en fait de ne pas connaître l'histoire, j'en dis pas plus, mais si vous avez envie de lire ce genre de truc, c'est Shining. Je crois que jusqu'à maintenant, c'est, j'allais dire le meilleur, non, parce qu'il y en a d'autres qui sont très bons. Mais en tout cas, l'un de ceux qui m'a marqué le plus de Stephen King. Non, celui qui m'a marqué le plus de Stephen King, en fait. Et je me rappelle que j'étais dans les couloirs de l'école en train de lire ce truc, mais j'étais à fond. Je pense que plus d'une fois, j'ai dû sentir, mais alors la petite goutte de transpiration, là, d'angoisse, là, qui descendait. Je me rappelle que je m'asseyais au milieu du couloir juste pour pouvoir le lire. Et il me terrorisait tellement que quand je rentrais à la maison, je ne pouvais pas, parce qu'en fait ma bibliothèque était dans ma chambre, je ne pouvais pas garder le bouquin près de moi, même dans la bibliothèque. Le simple fait de savoir que le bouquin était là, je ne pouvais pas dormir. Et donc, d'où le business avec la couverture. Et donc, je cachais mon bouquin dans mon placard, sous plusieurs piles de pulls. Parce qu'on ne sait jamais. Je sais pas si au milieu de la nuit, il me venait d'ouvrir le placard, le truc que je faisais jamais, mais juste, je me disais, s'il y a un seul moyen qui puisse être visible, c'est pas possible. Et je l'enterrais sous des trucs, enfin, c'était... Et j'angoissais avec cette couverture, vraiment. Le simple fait de le voir dans les parages, ça me stressait énormément. Je suis vraiment curieuse. C'est pour ça d'ailleurs que j'espère que certaines personnes vont reprendre ce tag. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous aussi, vous avez eu des expériences comme ça, un petit peu particulière avec des livres, des couvertures, des impressions que vous avez eues, quel que soit le type de bouquin, encore une fois. Mot-clé numéro 9, un petit peu dans la lignée du précédent, il s'agit de Frankenstein. Alors Frankenstein, pourquoi? Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais que l'habit c'est quand même ce qu'on voit en premier, et pour celui-ci il faut choisir un livre avec une couverture tellement moche que vous ne vouliez pas le lire. Alors moi j'ai choisi, là on sort complètement des catégories précédentes, l'incolore Tsukuru Tazaki de l'auteur ultra connu dont je ne vais pas me rappeler du nom, manquerait plus ça. Ah oui, Murakami, voilà. Haruki Murakami, parce qu'il y a des Murakami écrivains, il y en a plein. Alors, je vais vous mettre encore une fois mon édition là. C'est une édition qui est genre dans les couleurs crème et qui a une ou deux lignes de couleurs. Je trouve que dans les bouquins dont je trouve la couverture moche et que j'ai lu, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Parce que comme tout le monde, quand la couverture est vraiment très moche, t'en achètes pas des tonnes. Mais celui-là, ça avait été un cadeau et j'ai mis peut-être 2 ans à le lire juste à cause de la couverture, alors que j'adore l'auteur. Et je trouve que cette couverture, limite, elle aurait été que crème ou que blanc, ça aurait été, mais c'est 2 lignes. On peut être perturbé par pas grand chose des fois. Ces espèces de 2 lignes, là, rouge et verte, des couleurs qui vont pas du tout ensemble, sans aucune subtilité, même si c'est petit. Et à chaque fois que je voyais le truc, j'avais l'impression que ça allait être un truc super chiant. Je sais pas. Je trouvais la couverture, plus que moche, c'est ennuyeuse. Je la trouvais, c'est-à-dire que limite peut-être qu'une couverture vraiment moche, ça m'aurait fait un effet genre j'aurais une vraie réaction, alors que celle-là je la trouvais tellement ennuyeuse et plate et sans intérêt que j'ai mis 3 plombs à lire le bouquin. Voilà, donc
L'incolore Tsukuru Tazaki, c'est l'histoire d'un gars en fait qui n'a plus aucune relation avec tous ses amis et il ne sait plus pourquoi. Et il essaye en fait de faire une rétrospective de pourquoi ils ont fini par ne plus s'entendre et se séparer. Et la seule chose dont il se rappelle, c'est que tous ses amis, leur nom de famille correspondait à une couleur, sauf le sien. D'où le titre, voilà. Et donc c'est toute cette introspection sur son passé qu'il va raconter. Et sincèrement, bah, pour ceux qui aiment bien Murakami, moi je l'ai trouvé très bien. L'écriture est très belle, toujours un petit peu onirique, un petit peu spéciale. Euh, mais on y retrouve en fait tout ce qu'on aime de cet auteur. Donc en fait le bouquin est bien. Donc si vous l'avez, même si vous trouvez... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour la couverture, est-ce que je peux comprendre, parce que je vais être l'une des rares à avoir un problème pour 2 lignes, 2 lignes à la con. Ouais, franchement, lisez-le, il est bien. Mot-clé numéro 10. Alors il y a de moins en moins de lumière, donc je vais peut-être pas tarder d'allumer. Le problème c'est que ça risque de pourrir la qualité de l'image, je suis désolée, mais bon... En tout cas, pour l'instant, je vais essayer de voir. Espérons que j'ai pas besoin de faire ça jusqu'à la fin, mais c'est mal barré. Donc, numéro 10, il s'agit du mot-clé démon. Alors, pour démon, il s'agit d'un méchant dans une histoire que vous avez adoré, détesté. Alors, adoré, détesté, c'est-à-dire que même si vous pouvez pas vous saquer le personnage, qu'en plus, il faut que ce soit un méchant dans l'histoire, bah, s'il n'était pas là, on s'ennuierait un petit peu. Voilà. Alors là, du coup, je dirais, c'est pas vraiment un méchant en soi. Bon, il est quand même assez pourri, mais... alors là, je suis en train de terminer la saga des Rois Maudits de Maurice Druon. Donc les Rois Maudits, il s'agit du destin du destin, on va dire plutôt de la fin de la dynastie des Capétiens au XIVe siècle. Donc il s'agit de Philippe le Bel et de sa descendance. Et donc tout ce qui va se passer dans les 30 années qui suivent avec la fin des Capétiens et la pseudo-malédiction en fait qui aurait, puisqu'on croyait à l'époque à une malédiction, mais effectivement ils ont tous fini sans descendance et ils vont être remplacés par les Valois. Bref, saga passionnante dont je parlerai une autre fois spécifiquement, mais il y a 2 personnages et un en particulier, il s'agit de Robert d'Artois. Robert d'Artois, sincèrement, s'il n'était pas là, l'histoire serait quand même intéressante, mais ça serait pas pareil. Robert d'Artois, c'est un personnage... après, il a certains droits, hein, faut pas déconner, c'est pas vraiment un méchant dans le sens ultra cruel ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui manigance, qui veut tout pour lui, qui, lui, toute sa vie, c'est ripailler, se taper toutes les gonzesses qui passent, et foutre le bordel, et aller médire sur les uns. Il a fait une quantité d'histoires et de... après, c'est un truc que j'adore dans ce bouquin, c'est que des fois, on lit des choses, on se dit « Oh !» Mais franchement, bonjour l'imagination. Et du coup, forcément, on se dit « Bon, en même temps, c'est romancé. » Et puis, on va chercher les infos. Puis, en fait, souvent, les parties les plus choquantes, c'est les moins romancées. Donc, voilà. Et Robert d'Artois, c'était un personnage incroyable. Même si à chaque fois qu'il faisait un truc, je me disais « Mais t'es sérieux, quoi, mais tu peux pas faire des choses comme ça aux gens, c'est pas possible. » Les coups tordus, les trucs foireux, c'est quand même le grand méchant de l'histoire. Et on va dire que la deuxième méchante est tout aussi fantastique. Il s'agit de sa tante Mao d'Artois, avec qui justement, il est en conflit pendant tout le long de l'histoire. Et alors quand c'est pas l'un, c'est l'autre, même si Robert d'Artois est beaucoup plus présent. Et ouais, clairement, j'ai adoré les détester. Mais puisqu'il faut en choisir un, je vais mettre Robert d'Artois. C'est-à-dire que limite, plus il faisait des trucs atroces, et plus, mais j'étais morte de rire autant qu'hallucinée. Je me disais, mon Dieu, c'est pas possible. Donc, ouais. Donc, sincèrement, mais ça se jouait de pas loin avec Cersei de Game of Thrones. Parce que dans le bouquin... Moi, je dis pas dans la série aussi, c'est quelque chose, hein, mais dans le bouquin... Oh là là, j'en peux plus d'elle. Bref. Et en même temps, si elle n'était pas dans l'histoire, quand même, ça enlèverait un petit peu du piquant, même si par contre, dans Game of Thrones, il y a tellement de... On va dire qu'il y a tellement de piquant que bon, un peu plus, un peu moins, voilà. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai choisi Les Rois Maudits. Mais c'est pas une histoire si éloignée que ça, puisque Game of Thrones a été apparemment très inspiré par Les Rois Maudits, d'après l'auteur lui-même. Alors, mot-clé numéro 11, il s'agit de psychose. Alors, psychose, il faut trouver un livre qu'on ne veut pas lire parce qu'on a peur d'avoir peur.
Ça, c'est un truc, en tout cas fréquent, je pense, pour les gens qui aiment l'horreur, c'est que il y a des fois, on a envie de regarder des choses, mais on a peur d'avoir peur, parce qu'on sait que il y a des choses qui nous font peur. Enfin bref. Eh bien, bizarrement, heureusement que c'est moi qui les ai fait, les trucs, mais bon, j'ai pas vraiment trouvé de livre que je ne veux pas lire parce que j'ai peur d'avoir peur. Par contre, c'est le cas pour un film. Un film en particulier, mais là on est censé parler de bouquins. Pour le film, juste pour ceux qui sont curieux, c'est Les Griffes de la Nuit, vous savez, la série de films avec Freddy Krueger là. Tout simplement parce que quand j'étais gamine, c'était les années 80, c'était la grande période des films d'horreur, et j'habitais pas loin de cinéma. Et les affiches, que ce soit Hellraiser, c'était un peu plus tard, mais tous les Halloween, Vendredi 13, Freddy Krueger, Poltergeist, machin chose, truc muche là, il y avait les affiches sans arrêt dans la rue, et tous les jours j'étais obligée de passer devant pour aller à l'école. Chucky aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que ces affiches m'ont quand même vachement marqué. Donc il y a des trucs un petit peu, et celle de Freddy Krueger en particulier, alors que maintenant je le regarde, j'ai envie de dire, on voit bien que c'est un truc en caoutchouc, enfin bon bref, bon. Mais non, j'ai toujours ce truc là pour l'instant, non, je ne le regarderai pas. Et pour les bouquins, il n'y en a pas. Donc comme je disais, heureusement que c'est moi qui ai fait les catégories, mais c'est pas grave. Par contre, il y en a eu un pendant très longtemps, et c'était Lovecraft. C'est un auteur que j'ai commencé à lire vraiment sur le tard. J'ai commencé à le lire, c'était juste avant que je vienne ici, donc j'ai commencé à le lire il y a peut-être 6 ans, un truc comme ça, c'est tout. Donc ça fait vraiment pas longtemps en fait. Hein. Et désolée, j'ai la jambe qui gratte. Et en fait, non seulement j'adore, mais c'est vrai que je regrette de ne pas m'y être mise plus tôt, parce qu'il y a tellement de trucs à lire de lui. Alors pourquoi je voulais pas le lire? Parce que depuis que j'étais gamine, j'aimais beaucoup tous les trucs un peu... qui foutaient la trouille, hein, on en revient toujours au même. Et toutes les histoires qui font peur, et tous les trucs un peu parapsychologiques, machin, tous les trucs de fantômes, de monstres, les histoires au coin du feu. En plus, quand j'allais en colonie, en truc, ou même avec mes cousins, on se racontait toujours des histoires pour se faire flipper. Et en fait, il y avait une histoire qui revenait, en tout cas dans beaucoup de choses que je voyais ou que je lisais, c'était le Necronomicon. Le Necronomicon est un livre de formules démoniaques, entre guillemets, puisque c'est justement pour faire revenir les grands anciens et les anciens dieux de la mythologie de Lovecraft dans notre monde, alors qu'ils sont bien cachés, enterrés, en tout cas pour l'instant. Et en fait, le truc, c'est que dans la majorité des choses que je lisais, c'était expliqué comme un mystère, c'est-à-dire quelque chose, on ne savait pas si ça avait existé ou pas. La dernière personne en possession du livre, en fait, le livre avait brûlé, machin, enfin des trucs comme ça. C'était raconté de telle façon qu'on avait l'impression que c'était un livre qui existait. Alors que non, c'est une invention de Lovecraft, en fait, pour ses histoires, et qu'on retrouve dans ses nouvelles, normal. Mais c'est pas du tout un truc qui a existé, ou en tout cas, enfin voilà. Mais comme je tombais souvent là-dessus, du coup, quand j'ai eu l'occasion de le lire, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, c'était toujours un truc que je mettais de côté. Et je me disais, oula, on sait jamais, ça se trouve, je vais le lire et puis il va se passer des trucs pas très catholiques. Et donc voilà. Donc ça m'est resté pendant longtemps. Mais c'est c'est à peu près le seul. C'est à peu près le seul. Mon clé numéro 12, il s'agit de Vendredi 13. Donc avec un livre qui porte sur, qui touche à vos peurs irrationnelles. Et donc pour moi j'ai choisi Bird Box. Alors Bird Box, en fait il s'agit d'une histoire où, encore une fois, on va dire que la société humaine disparaît en grande partie quasiment dès le début du bouquin, mais on ne sait pas pourquoi. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur, parce que les gens apparemment voient quelque chose qui les rend fous. Et donc ils se sont vite rendus compte effectivement que c'était ce qu'il se passait, mais sans jamais pouvoir savoir quoi, puisque du coup ils ne peuvent pas regarder, et la personne qui voit cette chose devient folle et ne peut pas le raconter. Quand je dis devient folle, c'est-à-dire qu'il se suicide ou il tue des gens, enfin bon bref, c'est vraiment, c'est assez chaotique. Et donc on se retrouve avec l'héroïne. En fait, elle est enceinte au début de l'histoire, et donc elle va se retrouver à avoir ses 2 enfants dans ce monde-là et à vivre isolée et à essayer de se débrouiller en sachant que dès qu'elle passe le pas de la porte, il faut fermer les yeux, se bander les yeux. Et donc tout le bouquin se passe en fait comme si vous-même vous étiez dans le noir, et donc l'accent est mis sur les sons, les sensations, parce qu'en fait on ne voit absolument rien, on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Alors en quoi est-ce que c'est une peur irrationnelle? Alors c'est pas vraiment pour le fait des sons ou de quoi que ce soit, même si effectivement je trouve ça assez flippant de ne pas savoir ce qui se passe.
et de ne pas pouvoir le voir alors que c'est autour de soi, mais c'est au niveau des yeux. Voilà. Parce que moi je crains beaucoup tout ce qui se passe au niveau des yeux. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je ne veux toujours pas regarder le film, alors qu'il paraît qu'il est bien, et que j'ai adoré le bouquin. Mais moi, dès que ça touche aux yeux, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Après, ça fait partie des rares trucs où là, par contre, ouais, ça me fait cauchemarder, ça me marque. Ça me marque, donc ça, je peux pas. Et donc effectivement, bien entendu, c'est en rapport aux yeux, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui se passe au niveau des yeux des gens qui voient. Enfin bref, c'est tout par rapport aux yeux et à la vue. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Il n'en reste pas moins que c'est un excellent bouquin. Et que encore une fois, quand on lit des bouquins comme ça, c'est qu'on aime bien se faire peur aussi. Donc le sujet est un petit peu idéal, même si ça touche à des choses un petit peu sensibles pour moi. Mot-clé numéro 13. Alors pour celui-ci, il s'agit de la faucheuse, pour lequel il faut un livre dans lequel une mort vous a choqué. Alors là, je vais choisir quelque chose qui n'est pas du tout original, mais il s'agit du Trône de Fer en bouquin, dont j'ai lu pour l'instant toutes les intégrales qui existent, mais pour lesquelles on attend désespérément la suite. GG, c'est quand tu veux, hein, parce que... Bref. Mais sur les tomes que... sur les tomes que j'ai lus, sur tout ce que j'ai lu, donc... celle qui m'a le plus choquée, parce que je veux pas dévoiler l'histoire pour les gens, parce que s'ils ne l'ont pas encore lu ou vu, ça serait dommage quand même, parce que ça vaut le coup quand même ça vaut le coup d'être découvert. J'ai du mal à parler par moment, je suis désolée. Des fois je me dis, il faudrait que je remplace ma bouche là, parce que il y a des moments ça fonctionne pas. Bref, ce sont les Noces pourpres. Alors les Noces pourpres, je sais que beaucoup de gens ont été choqués dans la série télévisée. Moi, dans la série télévisée, forcément, j'ai trouvé ça un peu triste, mais comme je savais à quoi m'attendre, pour moi, dans le livre, ça a été beaucoup plus choquant. Alors, le Trône de Fer, encore une fois, je vais pas m'étaler dessus, c'est ultra connu, et en même temps, c'est très bien de ne pas savoir où vous mettez les pieds, parce que c'est intéressant de découvrir les personnages, l'histoire au fur et à mesure. C'est une grande saga de dark fantasy, qui n'est pas terminée, dont les bouquins, comme très souvent, sont bien meilleurs que la série, même si les premières saisons étaient plutôt très bien faites même, et où, l'air de rien, il y a quand même pas mal de morts choquantes. Alors, il y en a plusieurs autres qui m'ont choquée, mais en tout cas, pour ce qui a été écrit du bouquin, pour l'instant, celle-là, c'est celle qui m'a le plus marquée. Elle était quand même violente. Faut voir aussi les personnages que ça touchait, la quantité de personnages que ça touchait. Mais bref, voilà. Donc pour moi, c'est celle-là. Et je suis sûre que si ça se trouve, en réfléchissant un peu, j'en trouverais peut-être dans d'autres bouquins. Mais c'est la première à laquelle j'ai pensé. Et c'est le but dans ce genre de tag, justement, c'est de ne pas réfléchir pendant 3 plombes et de sortir la première idée qui nous vient. Voilà. Et on a presque fini. Bon, eh bien finalement on aurait besoin de la lumière électrique, hein. Je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit sur l'image, mais bon. Alors, pour le dernier mot-clé, en fait il n'y a pas de mot-clé, il s'agit juste d'un bonus que j'ai appelé le bonus poule mouillée. Et pourquoi le bonus poule mouillée? Parce que vous devez choisir un livre qui n'a rien à voir avec l'épouvante ou l'horreur, mais que vous verriez bien dans cette catégorie. Et alors pour celui-ci, j'ai choisi un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, et il s'agit de Thérèse Raquin de Zola. Oui, Thérèse Raquin, pour moi, je pense, pourrait faire partie de la catégorie des livres d'horreur. Peut-être pas par rapport à l'histoire en soi, quoique, mais certains passages, clairement, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, mais je lis Zola ou je lis du Stephen King? Non, sérieusement, hein, il y avait des trucs il y avait des trucs quand même un peu dégueulasses, puis il y avait des trucs un petit peu flippants aussi. J'étais étonnée, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses, pas que Zola, ça soit très joyeux en général, mais en fait, ça n'a pas été la seule raison, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a fait beaucoup scandale au moment de sa sortie, même si les gens ont beaucoup plus été scandalisés par le traitement des mœurs. Pour lequel ensuite Zola s'est défendu en disant qu'en fait il faisait une étude de la société, donc que son travail c'était de la sociologie et non pas juste de la pornographie comme certains l'appelaient en fait. Thérèse Raquin, c'est l'histoire d'une femme qui grandit dans une famille d'accueil, puisque ce ne sont pas ses parents, et qui va grandir donc auprès d'une femme et de son fils. Une fois que les enfants auront grandi, on va décider de les marier ensemble, puisqu'effectivement c'est ce qui convient le
c'est ce qui est le plus facile, hein, faut dire ce qui est. Et ils vont ouvrir une mercerie dans une petite rue, dans un petit passage à Paris. Et c'est l'histoire de cette femme au final qui est avec cet homme qu'elle connaît depuis son enfance, qui était plus ou moins son ami, mais qu'elle aime pas particulièrement. En tout cas, pas comme elle devrait aimer son mari. Et qui se sont très frustrés dans cette vie. Oui, il y a des petits Roland de Madame Bovary, mais c'est pas traité pareil. Ou en tout cas, avec mes yeux de personne mûre, je ne le vois plus du tout de la même façon. En tout cas, je ne le comprends plus de la même façon. Alors, c'est aussi une nana qui s'emmerde, hein, faut dire les choses comme elles le sont. Et effectivement qui va finir par tomber sous le charme d'un autre mec. Enfin bon bref, ça je vais pas trop rentrer dans l'histoire, mais c'est pas ça, ce n'est que le tout début, hein, donc il n'y a pas de souci à avoir. Mais bien entendu, hein, ça reste Zola, des tragédies, des trucs pas bien qui arrivent. Et en fait, il y a pas mal de passages dans l'histoire où on a carrément droit à des descriptions de cadavres, puis alors, ils nous ratent rien, hein, on est sûr de... Parce qu'à l'époque, en plus, les gens aimaient beaucoup aussi aller visiter les morgues comme amusement, hein, comme spectacle. En même temps, quelques centaines d'années avant, les gens, ils aimaient aller voir les gens se faire... voilà. Et donc déjà, il y a ça qui est très très décrit, et puis il y a aussi... Comment dire, j'essaye de ne pas trop en dévoiler, mais... des problèmes psychologiques pour certains des personnages qui finissent par avoir des hallucinations, voire des apparitions, et ça ressemble vraiment à des apparitions fantomatiques, monstrueuses. Enfin, il y a tout un truc comme ça autour de la déchéance, de la folie, c'est quand même très très poussé. Et ouais, il y a certains passages, très sincèrement, qui me le feraient mettre dans une catégorie horreur. Il y a des livres considérés horreur, épouvante, que j'ai trouvé moins poussés que ça. Voilà. En dehors de ça, pour ceux qui sont intéressés, franchement, lisez-le, il est super bien. Lorsqu'il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l'écœurait, et des souffles froids couraient sur sa peau. L'humidité des murs semblait alourdir ses vêtements, qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres. Il collait sa face pâle contre les vitres, il regardait. Devant lui s'alignaient les rangées de dalles grises. Ça et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et jaunes, blanches et rouges. Certains corps gardaient leur chair vierge dans la rigidité de la mort. D'autres semblaient des tas de viande sanglante et pourrie. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Il ne voyait d'abord que l'ensemble blafard des pierres et des murailles, taché de roux et de noir par les vêtements et les cadavres. Un bruit d'eau courante chantait. Peu à peu, il distinguait les corps. Alors il allait de l'un à l'autre. Les noyés seuls l'intéressaient. Quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et bleuis par l'eau, il les regardait avidement, cherchant à le reconnaître. Souvent, les chairs de leur visage s'en allaient par lambeaux, les os avaient troué la peau amollie, la face était comme bouillie et désossée. Il hésitait. Il examinait les corps, il tâchait de retrouver les maigreurs de sa victime. Mais tous les noyés sont gras. Il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus. Il restait frissonnant en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces horribles. Un matin, il fut pris d'une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyé étaient tellement molles et dissoutes que l'eau courante qui les lavait les emportait brin à brin. Le jet qui tombait sur la face creusait un trou à gauche du nez, et brusquement, le nez s'aplatit, les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyé éclata de rire. Et bien voilà, c'est fini pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu et surtout j'espère que quelques-uns d'entre vous vont le reprendre et me donner plein d'idées et me raconter plein d'anecdotes autour justement de leur lecture. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.